a complètement plagié l'autre mythe, toi. Salut à tous et soyez le bienvenu dans ce deuxième épisode de la critique du mois. J'ai reçu nombre de propositions pour le deuxième film à critiquer et mon choix s'est porté sur Oblivion de Joseph Kosinski. Vous l'attendez ce moment, hein? Vous attendez que je détruise ce film comme je l'ai fait dans le premier épisode, hein? Alors vous n'avez rien compris. Oblivion est un bon film. Je l'ai bien aimé malgré quelques faiblesses dans le scénario et une direction d'acteur assez décevante. Mention spéciale à Andrea Riseborough, qui n'est pas franchement au top niveau dans ce film. Oh putain, il s'est fait choper. Et surtout quelques faiblesses dans le scénario. On sent vraiment parfois que l'écriture n'est pas assez approfondie et cela se ressent notamment sur la plupart des personnages. Coucou Tom Cruise. Ouais, salut mec. Néanmoins, il y a de superbes choses dans ce film et il est loin de mériter ce bâchage injustifié dont il est victime. Alors pourquoi est-ce que vous gueulez sur celui-là ? On lui a d'abord reproché d'avoir intégralement pompé les designs à Portal, le jeu plateforme, et ce sous prétexte qu'il y a des formes blanches et arrondies. De quoi ? Ce sera mon premier angle d'attaque, car ce reproche est assez maladroit autant qu'il n'est pas représentatif de ce pourquoi le film a été réalisé. D'une, je vous rappellerai que Portal n'a rien inventé non plus si vous voulez partir sur ce terrain. Il s'est grandement contenté de reprendre l'esthétique du film de George Lucas, le désormais culte Star Wars. Mais non, abruti THX 1138. En effet, tout le film est basé sur cette esthétique du blanc arrondi, ce qui est ma foi très sympa, mais qui n'a aucun rapport objectif avec la qualité du film de Kosinski. Et puis si vous voulez jouer à ce jeu-là, Star Wars de ce même George Lucas est aussi un film de merde car il a en grande partie pompé toute l'esthétique de Metropolis, ce même film ayant été pompé aussi par Ridley Scott dans son Blade Runner ou par Luc Besson dans son 5e élément. Si je m'en tiens à votre logique, ces films sont des merdes puisqu'ils ne se contentent que de réutiliser les éléments d'autres films à leur sauce pour pouvoir créer leur univers. Est-ce que vous vous rendez compte de la complexité pour créer un univers à partir de rien ? Il y a tellement de paramètres inconnus et au final, une grande partie du public s'en fout. Moi-même, je développe depuis longtemps un univers médiéval fantastique qui me serait propre, mais je dois reconnaître en grande partie la grande influence du Seigneur des Anneaux, des Elder Scrolls, de Donjons et Dragons, de Naruto Je vous emmerde, du dernier Samouraï, des Total War et j'en passe. Donc selon vous, un film est une merde parce qu'il fait preuve d'un petit manque d'originalité vis-à-vis de son esthétisme ? Ça vous paraît pas un peu con ? D'autant que cette esthétique est parfaitement voulue, puisque d'après le réalisateur lui-même, le film est un hommage à tous les grands films de science-fiction des années 70. Méga Hasard, 2001 l'Odyssée de l'espace, Star Wars, THX 1138, La planète des singes, Star Trek, Blade Runner, etc. Et si j'arrive à citer autant d'exemples après seulement 2 visionnages, c'est que le film est vraiment sacrément réussi dans son intention. Et puis, en quoi est-ce mauvais de vouloir rendre hommage ? Non, ça peut même faire de bons films, comme La Grande Aventure Lego par exemple, qui n'a de cesse de rendre hommage à toute la fiction cinématographique jamais créée. Pacific Rim et Godzilla sont aussi d'énormes hommages aux films de Kaiju Ega. Ce sont 2 interprétations totalement différentes, mais aussi 2 putains de films. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que mine de rien, Oblivion réussit son coup parfaitement. De plus, cet hommage paraît encore plus réussi quand on sait que le film est adapté d'un comics, qui a été écrit par nul autre que Joseph Kosinski lui-même. Et ça explique en grande partie la principale qualité du film, sa photographie. Bordel de dieu de merde que c'est beau! Mais c'est beau! Les décors, les paysages, les effets spéciaux, c'est une tuerie visuelle ce film! Et cela s'explique en grande partie par le fait que le film ait été tourné en Islande, qui se trouve juste ici, et pour y avoir été personnellement, recèle une telle gamme de paysages magnifiques. Sérieux, l'Islande, c'est la terre du milieu, sans les forêts, et sans la comté. Et pour un film de SF post-apocalyptique, c'est juste parfait. D'ailleurs, je tiens à souligner que les décors sont aussi superbes dans ce truc-là, qui a été totalement tourné en Islande. Mais bon, le charme des paysages ne fait pas tout non plus. Et c'est ça l'immense qualité du film, il a pratiquement été entièrement tourné en images réelles. Ce qui implique que les décors ont été pratiquement tous construits en studio, et les paysages ont été incrustés sur fond vert à partir d'une prise de vue réelle, ce qui donne au film un cachet propre et visuellement magnifique. Faites rouler Tom Cruise sur une plaine volcanique avec un modèle de moto du futur, ajoutez des bateaux échoués en CGI, et bienvenue dans le monde de demain. D'autant que l'image de synthèse est parfaitement maîtrisée, mais surtout discrète, ce qui est surprenant de la part du réalisateur de Tron l'héritage. Bon après, ils avaient plus ou moins 120 millions de dollars. Donc normal que la CGI soit réussie. Mais quand même,
Ce photoréalisme, on le doit à Kosinski justement, qui a réalisé un boulot d'enfer avec ce film et a réussi à donner un intérêt visuel à l'univers qu'il a développé. Et il est vrai que les dessinateurs de comics ou de BD font en général de très bons réalisateurs, car ils possèdent une maîtrise du cadrage et de la composition d'images très impressionnante. Pour info, la composition d'images, c'est le remplissage du champ nécessaire à la réalisation d'une scène. Terry Gilliam est très doué pour composer une image et donne ainsi vie à l'univers qu'il développe dans son film par tous les détails anodins qu'il place dans l'image. Vous pouvez mettre le strict minimum, c'est-à-dire les objets que le personnage utilisera dans la scène en question, ou vous pouvez aussi placer toute une série d'objets prouvant qu'il y a de la vie par ici, et ainsi que cette cuisine n'est pas seulement faite pour cuisiner. C'est vraiment un des points intéressants de la réalisation de Kosinski. C'est notamment très clair dans cette scène de course-poursuite dans le canyon où le découpage et le cadrage du réalisateur sont si impressionnants et rendent la scène très bien rythmée. Le problème, c'est que vous confrontez votre ressenti personnel et la qualité du film, que vous ne pouvez juger que si vous essayez de comprendre comment le film a été réalisé. Votre mémoire va repérer un souvenir dans le design d'Oblivion, un rapprochement douteux va alors s'effectuer dans votre cerveau pour qu'au final, ce ne soit plus que le seul détail qui attire votre attention pour finir par dire que ce film, ouais, c'était nul. Pour la simple et bonne raison que vous avez loupé tout l'objectif du film à vous concentrer sur un détail à la limite du superflu. Et c'est ça qui me désole un peu avec ce film. C'est que personne n'a pensé à saluer la réalisation, mais tout le monde a prêté attention aux erreurs du scénario, qui sont certes réelles, mais ne suffisent pas à le classer en tant qu'immonde daube. C'est typiquement ce même genre de raisonnement qui fera que votre dossier sera refusé par une entreprise parce que vous avez fait une misérable faute d'orthographe de merde dans votre lettre de motivation, et que le patron conclura que les 2-3 décennies qui ont servi votre formation ne sont rien comparé à cette putain de faute d'orthographe de merde. Ça sent un peu le vécu tout ça. Ta gueule! Et en seulement 5 secondes, vous venez de ruiner toute une année entière de travail. Le tout sur un simple détail dont votre surinterprétation est probablement erronée. Vous comprenez que je n'aime pas ce genre de raisonnement, d'autant que vous pouvez me dire qu'il est normal que l'esthétique du film soit recherchée puisqu'il y a 120 millions de dollars. N'empêche pas que le film est bien réalisé et que les quelques heures de scénario ne doivent en rien pénaliser le travail qui a été fourni dans le film. Et que oui, ce film est bien réalisé et mérite l'attention. Bon, et si vous ne partisez que de l'innovation cinématographique, vous serez gré d'augmenter le volume de votre vidéo pour pouvoir entendre où se situe l'innovation de ce film. Tech 89, Jack Harper. Je suis désolé. C'est trop beau. Bordel de coups de dieu de merde, ces bruits sont putain de géniaux! Bon, ok, je reconnais que c'est pas ultra objectif comme jugement puisque c'est plus l'ingénieur du son qui est en moi qui parle qu'un véritable cinéphile. Néanmoins, il faut quand même reconnaître que ces bruits sont vachement intéressants, puisqu'ils ne correspondent à rien qui n'ait jamais été entendu de façon normale par des humains, et correspondent parfaitement au climat apocalyptique installé par le film, puisque même ce qui est censé incarner la sécurité de l'espèce humaine n'est même pas foutu de ressembler à des humains, ce qui est parfaitement justifié dans le film. En fait, c'est un peu la version bien faite de ce que je nomme le cliché de la police Daft Punk. Mais non, vous savez, ces polices du futur complètement casquées qui ne parlent pas et se contentent d'obéir aux ordres comme des pantins sans âme. Sur le papier, cette tenue est censée montrer qu'ils n'ont aucune limite car ils n'ont rien d'humain symbolisé par le casque intégral, leur privant de tout ce qui fait leur humanité, leur visage. En soi, c'est stylé, mais après, niveau paresse d'écriture, ça se pose là, quoi. Sérieux, pourquoi ne pas simplement mettre des droïdes à la place? Ça aurait tellement plus de sens et de logique pour au final servir le même propos. Les seules polices du futur que j'ai vues comme intéressantes, c'était dans le 5ème élément de Luc Besson. Parce qu'ils étaient humains plus que jamais, ça prouvait que les mecs s'étaient fait chier au niveau du scénario jusqu'à donner une personnalité propre à des personnages qu'ils soient principaux ou tertiaires. Merci, Luc Besson. Donc au final, le film propose un énième traitement du même sujet qui est la place de l'humanité dans le monde. Le tout de manière innovante et intéressante. Les interprétations peuvent être multiples, l'analogie peut être faite entre les résistants incarnés par Morgan Freeman et les résistants à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, ou plus récemment à la lutte des Syriens contre le régime oppresseur de Bachar al-Assad. En bref, cette vision dépeinte de l'humanité et de l'inhumanité peut très bien se retrouver dans les conflits récents du monde, et au final, Oblivion s'inscrit très bien dans l'époque dans laquelle il a été réalisé. Le film a certes des faiblesses, mais replacé dans son contexte, il n'a rien d'un ovni dans le paysage cinématographique de 2013 de l'époque dans laquelle nous vivons, si les gens tâchaient un peu de voir un peu plus loin que l'esthétique portalienne et le caractère très cliché des personnages. Apprenez, par pitié, à replacer un film dans son contexte cinématographique avant de gueuler. Et vous devriez alors être capable de déceler le bon du mauvais.
Par exemple, Godzilla 2014 nous parle de la catastrophe de Fukushima et est le premier à le faire de manière totalement explicite plus de 3 ans après la catastrophe. Il s'accorde complètement dans son époque et nous offre au final un film très intéressant vis-à-vis de son contexte, exactement comme son prédécesseur de 1954. A l'inverse, Prometheus n'essaie pas de refléter les problèmes de notre époque, ne nous offre que des réponses idiotes et décevantes aux questions auxquelles il tente de répondre, et qui n'ont au final aucun intérêt à être questionnées car cela nuit à l'imaginaire du spectateur, si ce n'est pour se faire un paquet de pognon avec une licence connue et mieux encore avec une trilogie. Edge of Tomorrow est un très bon blockbuster d'action intelligent et bien rythmé et il rend hommage à tous les disparus des 2 guerres mondiales en nous montrant une humanité forte, soudée contre un ennemi commun. Transformers Age of Extinction nous offre une critique virulente du système de la mondialisation avec des actes entraînant de lourdes conséquences au profit d'une abjection telle que l'argent, et qui pourrait conduire l'humanité à sa propre extinction. Et lorsqu'on replace les films dans leur contexte, ils deviennent tout de suite beaucoup plus intelligents qu'ils n'y paraissent, car en plus de vous divertir pendant 2 heures dans votre vie de merde, ils ont le mérite de vous rappeler les crises politiques, sociales et humanitaires que traverse notre monde en ce moment, et tente de trouver une solution aux problèmes posés. C'est en ça que le cinéma est un art. Il prend le temps de questionner une problématique, d'y répondre par le biais d'un développement intelligent et structuré pour déboucher sur des conclusions. Vous pensez que le schéma classique du scénario construit en 3 actes viendrait de nulle part ? Bon, d'accord, ok, j'ai vachement extrapolé sur la fin, mais tout ça pour vous dire que non, Oblivion est loin d'être la merde que vous l'accusez d'être. Concentrez plutôt votre haine sur des films complètement pourris et foirés qui ne font que vous prendre pour une bande de gros cons et qui ne sont là que pour prélever des sous sur votre carte bancaire. Dans le fond, un film, c'est presque une copie de philo, plus ou moins réussie, avec différents critères spécifiques. Et voilà pour ce 2e épisode de la critique du mois, j'espère que ce nouveau format vous plaira. J'en profite pour vous rappeler que le prochain film que vous me soumettrez se fera démonter, et que c'est à vous de choisir le film qui se fera détruire. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous m'en jugez digne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant... encore sur Yacht Mini. Eh mais toi... Non. Oh putain, saloperie. Oh. Eh bah oui, c'est ça le problème d'habiter à côté d'une église, hein. Ah, on la laisse sonner. Bah, Godzi. Ouais, toi aussi, ça te fait chier. Ah, ça fait 6, ouais. Oh putain, il va encore sonner dans 1 minute.